Je dirige le département droit des sociétés et mon pain quotidien, c'est l'accompagnement des clients dans le cadre de la cession-acquisition d'entreprise et puis l'accompagnement des entrepreneurs dans le cadre de leur négociation avec des fonds dans des process de levée de fonds. Le cabinet Marquand fait partie du groupe Mazars. Groupe Mazars, on est représenté dans 72 pays, il y a 13 000 collaborateurs. Ensuite, ça nous donne un certain nombre de relais à l'international lorsque on a besoin d'aller chercher des compétences aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Donc aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, je vais donc vous parler des marges de négociation que vous pouvez avoir avec des fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces marges, c'est le regard du juriste en fait que vous allez avoir. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas aborder les problèmes de valorisation de chiffres. Ça, c'est plus des choses qu'il faut voir avec votre expert comptable et avec votre leveur de fonds par exemple. Là, la présentation qui a été montée, c'est le résultat de mon expérience et de celle de mes équipes. En matière de négociation, et bien entendu, on n'a pas vocation à être exhaustif aujourd'hui compte tenu du délai qui nous est imparti. Ce que j'ai fait, c'est plus au feeling de mettre en avant les points qui me semblent importants pour vous si vous rentrez dans ce type de négociation et en faisant un focus peut-être sur les points sur lesquels vous allez moins naturellement porter votre attention mais qui, in fine, peuvent être plus qu'utiles. Donc, dans la partie introductive, il y a en fait 3 idées que je souhaitais vous communiquer. La première idée, c'est que le process de négociation avec du capital investissement est un process tout à fait spécifique et en fait très différent d'une cession-acquisition. Dans une cession-acquisition, les positions sont claires. Vous avez un acheteur, vous avez un vendeur. Il y en a un qui veut que le prix soit le plus haut possible et l'autre qui veut que le prix soit le plus bas possible. Donc on a un antagonisme et la seule chose qui doit arriver, c'est qu'ils trouvent un accord sur le prix. Après, qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils partent fâchés, ça n'a aucune importance. Dans un dossier de capital investissement, les choses sont quelque peu plus subtiles. Bien sûr, au départ, les intérêts des uns et des autres sont divergents. L'entrepreneur qui veut lever des fonds veut lever, si possible, un maximum de fonds avec un minimum de contraintes, alors que le fonds, lui, va essayer d'obtenir avec ce capital la plus grosse partie possible de capital et puis surtout toute une batterie de clauses qui vont le sécuriser. Donc on voit qu'il y a des intérêts qui ne sont pas convergents, donc il va y avoir une vraie négociation, mais à la fin, il faut que les deux s'entendent et forment une winning team parce que leur objectif commun, ça va être de prendre cette entreprise à bras-le-corps et de la développer pour derrière dégager de la plus-value. Et donc c'est pour ça que je dis que le capital investissement, ça s'apparente à une négociation d'un contrat de mariage à durée déterminée, puisque le fonds est là pour un temps défini et pas. Donc on va se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement pendant le mariage et également, puisqu'on sait que ça a duré déterminée, sur les règles, comment on va déboucler en fait l'opération. Le deuxième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est le déséquilibre en fait, qui va exister entre les partenaires. Vous avez d'un côté le fonds qui lui est qu'est-ce que j'avais mis qui est en fait quelqu'un qui passe sa vie à négocier ses contrats de mariage, donc qui est en fait un polygame assumé. Et vous avez de l'autre côté l'entrepreneur qui va arriver dans ce milieu, généralement avec
pas ou peu d'expérience et qui va se retrouver confronté à un environnement avec une terminologie tout à fait spécifique, des usages tout à fait spécifiques, des termes comme TRI, OCA, clause de ratchet. Et donc il va falloir dans un temps très court qu'il assimile toutes ces informations pour être à même de comprendre, de prendre des décisions et de faire des contre-propositions pour in fine faire l'opération. Et donc ce déséquilibre est accru par un troisième élément. Le troisième élément, c'est que la rédaction de ce contrat de mariage n'est pas quelque chose qui est fait ensemble. Le contrat de mariage, donc le package contractuel qui va vous être envoyé, est proposé par les fonds. Et en fait, ils travaillent sur leur modèle. Et donc, vous et votre conseil, le rôle que vous allez avoir, c'est de la relecture. Ce n'est pas, vous ne participez pas activement à la réalisation du package. Et si on remet ça dans le contexte, alors déjà à la base, les avocats, quand on est rédacteur d'actes, on sait que celui qui tient la plume, c'est celui qui a la force d'initiative, c'est celui qui va pouvoir passer des choses. Donc là, clairement, c'est le fond qui tient la plume. Et là où ça, dans le contexte dans lequel les choses vont se passer, le déséquilibre va être encore augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans un contexte où tout doit aller vite. Il faut bien imaginer quand vous allez recevoir votre package, votre pacte, les statuts et les différents documents, vous êtes à la fin du process, vous avez passé des semaines déjà à négocier avec le fonds, vous avez la LOI, et donc là, vous êtes pressé pour récupérer vos sous, et puis le fonds, il a envie que ça aille vite pour que vous négociez un minimum de choses. Donc vous recevez généralement ce package et vous avez, si tout va bien, vous avez 48 heures jusqu'à la première réunion. Donc vous recevez 50 à 100 pages de documentation que vous devez lire, que votre avocat doit lire, que vous devez comprendre. Donc il faut que vous fassiez un point et ensuite il faut réfléchir à comment je me positionne par rapport à tout ça. Donc tout ça pour dire que il peut être sage, lorsque vous rentrez dans ce process de négociation, d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà expérimenté le process pour ne pas être vraiment être dépourvu par rapport au fond. Alors, quels sont les actes que vous allez devoir, sur lesquels on va travailler ? Donc là, vous avez le fonds, la start-up, ça c'est, j'ai mis 3 fondateurs. Alors, vous n'avez pas forcément les 3 fondateurs, vous pouvez avoir un schéma aussi de ce type-là, donc un holding de fondateurs. Vous allez avoir un schéma simple comme ça, généralement c'est des key persons, donc peu de personnes et qui sont vraiment les fondateurs. Si la start-up a déjà plus de 5-6 associés qui peuvent être des salariés mais non key person ou qui peuvent être la grand-mère qui a voulu mettre un ticket dedans. Dans ce cas-là, souvent les fonds préfèrent qu'on crée un holding des fondateurs pour qu'il y ait moins d'interaction. Parce que dans un schéma comme ça, le fonds, il aura un seul interlocuteur qui sera le représentant du holding. Donc ils vont préférer ce schéma-là. Donc le contrat que vous pouvez avoir mais que vous n'avez pas systématiquement, c'est ce qu'on appelle un contrat d'investissement. Donc c'est une sorte de contrat cadre qui va présenter l'ensemble du projet avec son calendrier, les différentes étapes. Et puis en annexe, vous aurez le pacte d'associés, les statuts, les différents PV et AG qui devront être faits. Donc vous l'avez, mais pas systématiquement. Par contre, ce que vous avez systématiquement, c'est le pacte d'associés et les statuts. Donc ça, c'est le cœur du réacteur, le pacte d'associés. Donc c'est ça le premier acte que vous allez recevoir de la part du fonds une fois que la LOI est signée et sur lequel on commence à discuter. Et puis ensuite vous avez toute une série d'autres actes qui peuvent se greffer. Vous avez notamment le contrat d'OCA qui sont les obligations convertibles en actions. Donc vous n'en avez pas systématiquement. On met des OCA en place.
pour limiter la part de capital que détiendrait le fonds. C'est aussi une façon pour le fonds de limiter les risques, puisque les OCA sont rémunérés chaque année. Donc chaque année, ils touchent X% de la somme qu'ils vous ont prêtée, alors que quand ils mettent en capital, ils ne touchent rien, quoi. Tant qu'ils n'ont pas revendu leur participation, il n'y a pas de flux financier pour eux. Donc, bon, là, moi, ce que je suggère, donc, au terme de ce que je viens de vous indiquer là en intro, c'est qu'il est utile de préparer vos négociations. Si vous êtes dans un process de création de start-up, intéressez-vous très en amont sur le fonctionnement des fonds, les demandes, la terminologie qu'utilisent les fonds, essayez de vous rendre familier à tous ces concepts. Ensuite, la deuxième chose qui semble intéressant également à faire en amont, c'est d'identifier les fonds qui peuvent intervenir dans votre secteur d'activité. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir un fonds qui fait que de la biotech si vous êtes dans des applications web. Hein. Et à cette occasion-là, regardez leur track record, leurs success stories, la manière dont ils ont pu traiter des startups qui étaient là avant vous pour faire une première sélection. Donc ça, ça sera utile pour la suite. Et puis dernière chose, même si c'est difficile, essayez, ou pas toujours évident, essayez très en amont d'entrer en contact avec des gestionnaires de fonds ou des personnes qui travaillent dans ce milieu-là pour pas leur demander dès le départ des sous, mais pour échanger avec eux, comprendre, leur parler de votre projet et les écouter, les recommandations qu'ils vous font pour essayer dès le départ, d'être sur les bons rails qui peuvent vous amener à accrocher un fonds. Alors les étapes de la négociation sont présentées sur ce slide. Donc en fait, l'ensemble, c'est des durées assez variables. Hein. Je veux dire, si vous bouclez l'opération en 3 mois, vous avez été super efficace. On est généralement plutôt sur 6, 7, 8, 9 mois. Hein. C'est les durées habituelles. La durée la plus longue, elle est là. C'est les premiers rendez-vous avec les fonds. C'est là que ça va prendre le plus de temps. Moi, en tant qu'avocat, je vais intervenir ici au moment de la négociation de la lettre d'intention. Avant, l'entrepreneur est généralement accompagné par un leveur de fonds. Donc quelqu'un dont c'est le métier d'essayer de faire le lien entre les fonds et la start-up. Donc la lettre d'intention, ça dure généralement 2-3 semaines pour la négocier. Et ensuite, une fois que la lettre d'intention est signée, on rentre dans la dernière ligne droite avec d'une part les due diligence. Donc bien entendu, il y en a eu avant, mais là les due diligence vont devenir plus complètes. Donc vous allez recevoir une liste de documents à transmettre. Il est utile d'avoir un petit peu préparé les choses à l'avance avec votre expert comptable et votre avocat. Et puis, bien sûr, la négociation de toute la documentation contractuelle qui va nous amener au closing. Alors, les choses vont de plus en plus vite. Hein. Avant, on avait 2-3 mois pour faire cette partie-là. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1 mois. Moi, les dossiers que j'ai faits dans les 6 derniers mois, à chaque fois, c'était timing 1 mois. Donc, c'est très chaud. Vous êtes vous recevez donc plein d'informations si vous ne maîtrisez rien, vous avez très peu de temps pour assimiler toutes ces données et ensuite vous positionner. Et il faut quand même garder à l'esprit que quand vous faites ce genre de choses, vous engagez pour un minimum 5 ans. Quoi, hein. C'est 5 ans, 7 ans, le temps que le fonds sorte. Donc si vous loupez, vous jouez pas mal d'années de votre vie dans un temps très réduit.
Alors, je voulais faire un focus sur la lettre d'intention parce que c'est réellement un moment clé de la négociation. La lettre d'intention, alors pour vous, quand vous en recevez une, c'est une bonne nouvelle, hein, ça veut dire que vous avez réussi à accrocher quelqu'un. Et si vous êtes en négociation avec plusieurs fonds, c'est tout le mal que je vous souhaite, ça vous permet d'essayer de faire monter les enchères. D'accord ? Alors, moi, là, j'appelle ça lettre d'intention, mais vous avez tout type de terminologie. Parfois, on parle de letter of intent, donc LOI, c'est le terme anglais. D'autres vont dire term sheet, d'autres vont dire MOU, Memorandum of Understanding. Bon, dans les faits, c'est exactement la même chose. C'est un document qui est adressé toujours par les fonds. Hein, c'est les fonds qui préparent la lettre d'intention et qui vous adressent ce document. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir sur la lettre d'intention, c'est qu'elle n'est jamais signée en l'état. En tout cas, dans un dossier sur lequel moi j'interviens, jamais la lettre d'intention ne sera signée dans les termes du fonds. C'est une négociation. Donc, s'il n'y a pas d'avocat dans la boucle, ils vont vous envoyer une lettre d'intention sur papier en tête du fonds, signée par le responsable du fonds. Moi, quand je suis dans le dossier, je leur dis c'est même pas la peine. Vous m'envoyez un projet Word en format Word pour que moi je puisse faire mon markup dedans. Et donc vous avez là pareil, un échange qui s'instaure. Et en général, on est à 2-3 échanges, le temps de finaliser le document. Et donc la lettre d'intention qui vous est acceptée est en fait une lettre qui vous est adressée, est en fait une lettre d'intention que vous avez acceptée et négociée. Et donc derrière, vous l'acceptez. Alors qu'est-ce que vous avez dans cette lettre d'intention ? Vous avez le périmètre de l'opération. Alors bon, sur une start-up, généralement, il n'y a pas trop de surprises, parce qu'il y a une seule société. Mais si vous avez plusieurs sociétés, le fonds veut parfois investir dans la mère, parfois il va investir dans la fille parce que le projet est porté par la fille. Ils peuvent vous dire que, ok, on investit dans la start-up, mais si l'API, par exemple, est encore détenue par l'un des associés, ils vont vous dire, ok, on investit, mais une fois que la propriété intellectuelle, la techno, vous l'aurez mis dans la start-up. Donc c'est important de savoir dans quoi ils veulent investir. Après, vous avez bien sûr la valorisation pré-monnaie. Vous allez avoir le montant de l'investissement et ses modalités, pourcentage du capital, type de valeur mobilière, la durée, la rentabilité attendue par le fonds. Alors, je ne vais pas trop focuser là-dessus parce que, vous allez focuser là-dessus, parce que le périmètre de l'opération, valorisation pré-monnaie, tous ces trucs-là, vous allez vraiment le regarder de façon précise et que c'est des éléments chiffrés que vous allez plutôt voir avec votre leveur de fonds ou avec votre expert comptable. Ensuite, vous avez dedans la gouvernance, mais là, alors, juste encore une précision, ça, il faut que ça soit précis dans la lettre d'intention. D'accord ? Là, il ne faut pas qu'il y ait de flou. Ces points-là doivent être énoncés de façon précise. Et ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'une fois que ça aura été affiché dans la LOI, même si ce n'est pas binding, c'est-à-dire que ce n'est pas l'accord définitif, ce sera quasiment impossible de revenir sur ces éléments-là. C'est vraiment au moment de la LOI que les choses vont se figer là-dessus. Revenir là-dessus derrière, c'est compliqué. La gouvernance, vous allez avoir des indications, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de trop précis. Des grandes lignes sont largement suffisantes. Ensuite, vous avez les modalités de sortie. Là-dessus, je vais vous faire un focus parce que c'est très important et souvent on est moins concentré là-dessus alors que c'est vraiment important. Bien sûr, vous aurez une exclusivité, c'est la contrepartie du temps et de l'argent que va mettre le fonds dans votre projet. Il vous demande une exclue. Donc au moment où vous signez la LOI, si vous êtes parallèlement en discussion avec d'autres fonds, il va falloir arrêter. Sinon vous êtes en violation de vos engagements contractuels. Et puis vous aurez un calendrier qui vous dira quand est-ce que les due deals démarrent, quand est-ce qu'est prévu le closing.
Alors le point moi, sur lequel je voulais focuser sur la lettre d'intention, c'est la répartition du prix de sortie. Voilà, les principes qui guident les fonds. Un montage de capital risque se caractérise par des différences parfois considérables entre le prix de revient. Donc c'est le prix de revient, c'est le prix qu'a mis sur la table le fonds pour avoir sa participation, selon le type d'actionnaire et le moment de leur entrée au capital. Alors le plus simple, c'est peut-être de prendre un exemple. Si vous prenez une entreprise qui est valorisée, ou une entreprise qui a été constituée par ses fondateurs pour 100 000 euros. D'accord ? Donc vous avez les fondateurs, ils ont mis 100 000 euros au capital. Derrière, vous avez eu une opération de levée de fonds. La société a été valorisée post-monnaie 3 millions. Et un fonds a mis 1 million sur la table, en contrepartie de quoi il a reçu un tiers de la participation de la société. Si cette société, donc le prix unitaire des titres qu'ont payé les fondateurs et le prix unitaire des titres payés par les fonds n'a absolument rien à voir. Si derrière, j'ai, au bout de 4-5 ans, la boutique qui se vend à 2 millions, d'accord ? Mes fondateurs, ils ont mis 100 000, ils ont 66% du capital, 66% de 2 millions, ça fait 1,3 million et des brouettes. On enlève les 100 000, ils vont faire une plus-value de 1,2 million dans cette opération-là. Le fonds, lui, qui a mis 1 million sur la table, il va obtenir 33% des 2 millions versés pour la vente de l'entreprise, donc il va encaisser 666 000 euros. Donc le fonds, dans cette opération-là, va faire une perte de 300 000 euros. Et donc là, vous voyez que c'est ça, c'est l'illustration des préoccupations des fonds par rapport à la valorisation qu'ils payent à l'entrée et ce qui pourrait sortir derrière, et la distorsion entre la situation des fondateurs qui vont faire une super belle plus-value alors qu'au même prix dans un contexte où les fonds, eux, vont faire une perte. Bien entendu, ça, les fonds, ça ne leur convient pas. Et puis, en plus, c'est de nature à bloquer une vente, parce que le fonds, il va refuser de vendre, les fondateurs, ils vont être d'accord de vendre. Donc, pour régler tout ça, les fonds négocient des systèmes de protection de leur investissement qui se traduisent dans les faits par une répartition inégalitaire des prix de cession. Et donc, le modèle de répartition inégalitaire des prix de cession, il est là. En fait, vous avez, ça c'est le truc de base que vous retrouvez quasiment dans tous les dossiers. Vous avez 3 couches. Vous avez une première couche, donc ça c'est le prix. Les 3 couches ensemble, c'est le prix de vente. Dans mon exemple, c'est mes 2 millions. La première couche de ce prix, ça va être remboursement à tous les associés de la valeur nominale de chaque action ou d'une fraction pouvant aller jusqu'à 20% de la valeur réelle. Donc, dans l'exemple que je vous citais, je disais que les associés fondateurs avaient mis 100 000. On va imaginer que sur le million qu'a mis le fonds, ils ont mis 50 000 en nominal. Donc, on est sur 150 000 euros. Donc, les premiers 150 000 euros vont être répartis entre tout le monde au prorata du capital. D'accord ? Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez intérêt à ce que cette première partie soit la plus importante possible. Alors, en fait, quand le fonds met un ticket dans l'entreprise, vous avez 2 choses. Ce million va être, une partie va aller en titres, la valeur nominale des titres, et l'autre va être de la prime d'émission. Et donc on calcule enfin c'est un calcul un petit peu subtil qu'il faut faire, mais en tout cas vous avez sur ce genre de société, vous allez avoir une énorme prime d'émission et en fait une valeur de titre qui est très faible. C'est le prix des titres. Le prix des titres, vous avez le prix qui figure dans les statuts et vous avez la valeur réelle des titres. Et donc la prime d'émission, c'est le delta entre le prix statutaire et le prix réel des titres. Okay ? Donc vous, votre intérêt, c'est que cette fraction-là, elle soit le plus, en tant qu'entrepreneur, que cette
fraction soit la plus importante possible. Alors ici, on a mis 20%, mais en pratique, c'est 10%. Donc si je prends mon exemple de ma société à 2 millions, je vais être sur 2 millions, 10%, c'est 200 000 euros. Donc c'est 200 000 euros qui vont être distribués à tout le monde, prorata détention du capital. Alors si les fonds font ça, c'est pas pour vous faire plaisir ou pour des raisons éthiques, hein. La seule raison pour laquelle ils font ça, c'est à cause de la jurisprudence des clauses léonines qui rendent nulles les clauses de répartition de prix où la perte serait portée par l'un et pas portée par l'autre. Donc c'est la seule raison pour laquelle ils mettent cette couche. C'est pas pour faire plaisir aux entrepreneurs, mais c'est pour éviter tout risque de nullité. Après, vous avez la deuxième couche. Et là, la deuxième couche, elle va aller 100% à l'investisseur. Donc, dans mon exemple, ils ont mis 1 million. Donc, on va dire qu'on a mis 200 000 dans la première couche. J'ai jusqu'à 1,2 million, je rajoute mon million, ça va aller dans la poche de l'investisseur. Et donc, il va me rester, in fine, quand je vais arriver dans la troisième couche, il va me rester 800 000 euros. Et c'est qu'à partir de là, que je vais distribuer prorata détention du capital. Si je reste dans ce schéma de base, les actionnaires fondateurs, l'entrepreneur, ne vont jamais rattraper ce qu'ils ont perdu ici. On ne va jamais revenir, quel que soit le prix que vous allez atteindre, jamais vous n'allez revenir à une répartition proportionnelle au capital. Du coup, il existe des mécanismes, mais qui généralement, bien sûr, ne seront pas proposés spontanément, ça va être à vous de les proposer, pour rectifier le tir. Alors, une première façon de le faire, c'est d'instaurer un cap. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire le fonds et l'entrepreneur se mettent d'accord qu'au-delà d'un certain montant de prix, tout ce qui est au-delà, c'est pour l'entrepreneur à 100%. Le fonds dit, bon voilà, si j'ai fait plus 10, je suis content. Le reste, tout le reste au-dessus, c'est tout pour vous. Alors, ça peut avoir un côté sympa, mais il faut vraiment que votre société, elle booste, quoi, hein, parce que pour que le fonds vous dise, voilà, super, j'ai suffisamment gagné, c'est que vous avez vraiment fait une belle opération. Donc, c'est une possibilité, mais elle a ses limites. Les clauses de catch-up sont plus réelles. Les clauses de catch-up, c'est en fait des clauses qui vont permettre de rattraper progressivement la quote-part de prix que l'entrepreneur aurait dû recevoir. Et donc on définit, alors toujours, hein, c'est des discussions un peu de marchand de tapis avec des tableurs Excel, et on prévoit des tranches, voilà, si le prix est entre 1,5 million et 2,5 millions, si je reprends mon exemple, l'entrepreneur rattrape tant de pourcents, quand c'est 2,5 millions à 3,5 millions, il rattrape encore tant de pourcents, et au-delà donc d'un certain montant de prix, on se retrouve dans la situation comme si dès le départ, il y avait une répartition pro rata de la plus-value. Et ensuite, alors il y a encore d'autres techniques, hein, mais ça c'est les plus utilisées. La dernière technique, c'est la rétrocession d'une quote-part de la plus-value à partir d'un seuil de TRI. Donc là, c'est un accord entre les fonds et généralement pas tous les actionnaires, mais les 1 ou 2 ou 3 key persons ou actionnaires dirigeants, et qui dit que, bon ben voilà, si nous on a fait un TRI de temps, on s'engage à vous céder préalablement à la vente, un temps de raison avant la vente, un certain nombre d'actions pour un prix, par exemple valeur nominale, pour un prix décoté. Donc c'est le fonds qui va vendre à l'entrepreneur X% de titres pour un prix décoté. Et un temps de raison après, l'entrepreneur va vendre ses titres donc, au repreneur de l'entreprise. Et donc c'est lui qui va encaisser la plus-value. Donc ça, c'est des mécanismes qu'il faut proposer, discuter, et il est
important de le faire au moment de la lettre d'intention, parce que ça c'est quelque chose qui va être fixé au moment de la négociation de la lettre d'intention, et si vous ne le faites pas, c'est mort. Enfin, vous avez vraiment, ils lâchent plus, ou c'est très très difficile de les faire revenir là-dessus. J'ai encore eu l'exemple récemment où j'ai un client qui m'a fait intervenir post-signature de la LOI. Et donc bien entendu, quand je suis arrivé dans le dur, on a essayé de négocier ça en disant que c'était pas équitable, c'est pas fair play, faut mettre du catch-up et tout. Ils m'ont dit ouais, d'accord, mais là, moi, bon, il y avait un fonds français et un fonds allemand. Et moi, j'ai vendu, la gestionnaire m'a dit moi j'ai vendu ça à mon comité, donc je peux pas revenir là-dessus. On marre, on passe à autre chose. Donc, comme dit, il y a un vrai timing là-dessus. Portée juridique de la lettre d'intention, alors c'est tout la spécificité de la chose. Donc d'un côté, je vous dis, c'est quelque chose de super important et qui va être déterminant par rapport à la suite, parce que ce que vous aurez acté en termes de valo, de clauses comme ça, vous ne pourrez plus ou très difficilement revenir dessus. Par contre, juridiquement, ce n'est pas ce qu'on appelle binding, vous n'êtes pas obligé d'aller au closing, hein. Quand vous signez cette lettre d'intention, vous avez l'obligation de continuer à négocier de bonne foi, mais vous n'avez aucun engagement de conclure. Donc si derrière, vous ne trouvez pas votre compte, et surtout en matière de venture capital, de capital investissement, vous trouvez toujours des raisons pour rompre les négociations. Ça veut dire que finalement, donc, si c'est conclu, on ne peut pas revenir dessus. Enfin, si on veut signer avec un fonds donné, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, on peut lui dire juste merci, on va en prendre un autre. C'est pas que nous, on peut pas. C'est-à-dire des clauses qui ont été négociées au début. Enfin, on aimerait revenir sur l'accord et continuer avec le même fonds, mais juste en disant écoutez, voilà, finalement. Alors, juridiquement, rien ne l'empêche, mais en fait, dans les faits, vous allez dire au fond, bon, finalement, ce sur quoi on s'était mis d'accord au moment de la LOI, maintenant que j'y réfléchis, je suis plus d'accord et j'aimerais changer le modèle. C'est généralement les fonds qui vont vous envoyer balader, quoi. Ils vont se dire il est inconsistant, et même ils vont peut-être se méfier, hein. Sauf à ce que vous leur proposez quelque chose de plus satisfaisant pour eux ou de plus sécurisant. Mais si vous leur proposez et puis jamais ça va être ça, quelque chose de plus dur, alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Ça veut dire de leur côté, les fonds eux aussi ne reviennent pas sur leurs engagements initiaux, même si après coup, ils se rendent compte que le projet a peut-être un peu moins de perspectives qu'ils croyaient, ils ne reviennent pas sur leur... Si, aussi, ils peuvent. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eux, ils vous la jouent différemment. Eux, ils vont dire, ils vont se baser sur les due deals. Ils vont dire, voilà, ils vont faire les due diligence, ils vont détecter tel ou tel point, et puis ils vont dire, vous nous aviez pas dit que vous aviez tel problème avec votre propriété intellectuelle, donc on revoit le truc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez en face des professionnels de ce genre d'opération. Donc quand ils vous envoient la LOI, ils ont mûrement réfléchi à ce qu'ils font. Ils ont généralement, parce qu'ils ont une série de tableaux, de tableurs où ils rentrent leurs chiffres, ils font leur bidouille pour voir le mix entre le risque, la possibilité de gain, enfin tout ça est quand même assez complexe. Et donc ils trouvent des équilibres. Et de facto, alors rien n'empêche de changer quoi que ce soit, mais de facto c'est très compliqué. Donc ensuite, on passe, une fois que cette LOI est signée, les choses vont s'accélérer, hein. Vous allez donc recevoir, comme je vous disais, vous allez recevoir la liste des documents pour la due deal, et puis vous allez recevoir généralement le pacte d'associés avec en premier le pacte d'associés, puis après au compte-gouttes les différents documents qui viennent le compléter. Ce qui est aussi compliqué, c'est que vous recevez les documents au compte-gouttes, donc vous n'avez pas jusqu'à la fin forcément une vision complète des choses. Et donc c'est encore un point sur lequel on est fragilisé, notamment si vous avez des obligations convertibles en actions dans le package. Il y a habituellement une contre-lettre
au terme de laquelle le fonds s'engage à ne pas convertir. Et donc parce que s'ils ne convertissent pas, ils ont moins d'actions, donc ils touchent moins de plus-value, mais il y a toute une série de conditions et des conditions qui peuvent changer en fonction de fautes que vous auriez commises ou pas commises. Donc il est vraiment important d'avoir une vision complète des choses, et ça, vous ne l'avez pas au départ, vous l'avez qu'au fur et à mesure. Donc la manière dont j'ai structuré cette partie-là, c'est de focuser premièrement sur les points que vous ne trouverez généralement pas spontanément dans la documentation qui va vous être envoyée. Deuxièmement, les points qui sont généralement font l'objet de grosses discussions. Et puis le dernier focus, c'est sur les points sur lesquels vous ne pouvez pas négocier sur les principes, mais bon, en marge, il reste quand même généralement des choses et des aménagements à faire. On est toujours là pour essayer de trouver un arrangement pour que ça soit moins raide pour l'entrepreneur. Donc le premier point qui est généralement pas traité dans la documentation que vous allez recevoir, c'est la rémunération des fondateurs. Or, alors bon, vous pouvez vous dire... le fonds, il va rester minoritaire, donc je ferai ce que je voudrais. Le problème, c'est que généralement, vous avez un endroit quelque part, il est marqué que pour les rémunérations dépassant un certain seuil, il faut l'autorisation du fonds. Et là, vous embarquez quand même pour une histoire à minima de 5 ans. Donc vous êtes au début de votre start-up, généralement vous n'avez pas un salaire qui est délirant puisque vous n'avez souvent pas beaucoup de chiffre d'affaires encore, mais bon, vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie là-dedans et vous allez... Alors bien sûr, vous avez la perspective à terme de faire une super plus-value, c'est toujours tout le mal qu'on vous souhaite, mais en attendant, il faut bien vivre. Et si vous voulez être à l'aise dans votre projet, il faut que vous ayez matériellement une certaine aisance. Et puis surtout, si votre start-up commence à se développer, bon, bah, vous avez envie de recueillir un petit peu les fruits. Et moi, ce que je recommande, c'est de négocier ça en amont, quoi, avant d'être dans le package. Parce que là, vous avez plus de poids pour négocier. Et donc, bah, c'est un sujet qu'il faut aborder avec le fonds. Et donc, bon, bah, votre rémunération, il y aura classiquement 2 voire 3 parties. Vous aurez une partie fixe, qui vous est garantie, avec possiblement une indexation, donc une augmentation chaque année, et puis une partie variable basée sur X critères comme, généralement ça va se rattacher à votre business plan, la réalisation des objectifs de business plan déclenche une prime. Si vous surperformez à votre business plan, vous pouvez avoir une prime encore supérieure. Donc ça, c'est pour la partie variable. Et puis après, vous pouvez mettre en place des packages, quoi, avec, si vous remplissez certains critères, attribution d'actions gratuites, de BSPCE, de BSA. Il y a toute une série de choses à faire. Mais en tout cas, c'est un point qui, généralement, ne sera pas dans les actes que vous allez recevoir. Le deuxième, oui. Vous dites que vous l'évoquez dans la lettre d'intention ? Non, vous l'évoquez au moment où vous recevez le pacte. Là, on est post-lettre d'intention, on est dans... Quel est l'intérêt de l'évoquer parce qu'à défaut, si ce n'est pas évoqué, si on est majoritaire, on fait effectivement ce qu'on veut. Donc, quel est l'intérêt d'être proactif ? Parce que vous allez avoir un endroit quelque part dans le pacte, une mention que la fixation de la rémunération au-delà d'un certain montant ou pour certaines personnes comme les dirigeants nécessite l'autorisation des fonds. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas besoin de l'aborder, mais je suis quasiment sûr que vous allez l'avoir. Donc, après, vous avez... Au tout début, quand on reçoit le pacte, c'est à ce moment-là qu'il faut voir ou bien avant. Ah ouais, non, quand vous recevez le pacte. La rémunération, vous n'avez pas besoin de l'aborder au niveau de la LOI. La LOI, c'est vraiment les gros points structurants, à savoir combien ils mettent sur la table, combien de pourcentage de détention de capital, pour quelle durée. Ça, c'est les points. Après, votre rémunération, ce n'est pas le truc central, mais c'est quand même, pour vous, c'est important. Ensuite, le deuxième point qui n'est généralement pas traité, c'est le devenir des fondateurs et de leur participation en cas d'accident de la vie. 5 ans, c'est long, hein. Vous pouvez vous pouvez décéder, quel sort va être réservé à vos héritiers par rapport à votre participation, vous pouvez être en incapacité, et puis vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage, votre conjoint ou vos enfants, qui eux ont
un souci de santé qui vous oblige à être moins... Parce que bon, démarrer une start-up, c'est 100%, quoi, ça se fait généralement pas 25% du temps. Donc ce qui va obliger de vous dégager. Donc de prévoir d'ores et déjà à ce niveau-là, dans le pacte d'associés, qu'est-ce qu'on fait si je me retrouve dans une telle situation ? Et en fait, l'enjeu fondamental là-dedans, vous avez deux notions dans les pactes, on va en reparler après. Vous avez la notion de good liver et de bad liver. Si vous sortez en bad... Et toute la question derrière, c'est quel est le partage de la plus-value lorsque je sors du deal avant les autres. Si je suis classé bad liver, les gars vont vous rembourser votre participation à hauteur de votre valeur nominale. Ça veut dire que vous avez zéro. Tout le boulot que vous avez fait depuis que vous avez créé la start-up jusqu'à ce moment-là, quand vous sortez, vous touchez rien. Ça, c'est bad liver. C'est notamment le cas si vous démissionnez. Ça, les fonds, ils ont horreur, ils rentrent avec vous pour une histoire. Si au bout d'1 an, vous les plantez, vous allez ailleurs, ils disent, bon, vous avez droit à rien. Si vous êtes en good liver, vous avez droit soit à l'intégralité de la plus-value, soit à une quote-part de la plus-value. En tout cas, vous avez une juste rémunération pour le travail que vous avez fourni jusqu'au jour où vous avez votre pépin de santé. Donc c'est important de gérer ce point. Et puis le dernier point qui est généralement absent, c'est les clauses protégeant les fondateurs en cas de désaccord important avec les fonds. Alors là, vous allez avoir tout un laïus qui va protéger les fonds en cas de désaccord avec les fondateurs. Donc dans l'autre sens, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Par contre, dans ce sens-là, vous n'aurez rien. Et donc, il peut être pertinent de soit essayer de mettre un peu des clauses miroirs, donc de vous faire appliquer à vous à votre bénéfice, les choses qu'ils se sont appliquées à eux. Et voilà, parce que vous pouvez... Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit quand vous faites ce genre de choses, c'est que si vous accrochez avec un fonds, c'est que vous avez accroché avec le gestionnaire du fonds, vous avez accroché une personne. Et donc, il va se créer un lien de confiance avec cette personne. Et il est vrai que vous avez des gens dans le biz qui sont carrés, vous n'avez pas besoin d'écrire, ils vous disent voilà, s'il se passe telle chose, moi j'aurai telle attitude. Et effectivement, ces gens le feront, pas tous, mais vous avez des gens qui sont carrés, honnêtes et droits dans leurs bottes. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, vous avez affaire à Monsieur Martin, à qui vous avez totale confiance, mais dans 2 ans, vous n'êtes pas sûr qu'il sera encore à son poste dans ce fonds d'investissement. Il peut claquer sa dème parce qu'il a une meilleure offre ailleurs, il peut se faire virer, et vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'aurez peut-être pas ce fit, et donc et qui n'aura aucun souvenir de l'historique des négociations. Donc c'est pour ça qu'il est important d'essayer de contractualiser ces choses-là, parce que si par exemple on vous révoque pour un motif grave, donc qui vous fait sortir en tant que bad liver, et derrière, il apparaît, parce que vous saisissez le Conseil des prud'hommes, vous saisissez le tribunal de commerce, suivant la casquette que vous aviez, et qu'il apparaît que c'est un abus en fait, du fonds qui voulait se débarrasser de vous, les dégâts, ils sont faits. Vous êtes dehors de la boîte et vous avez vendu votre participation pour pas un rond. Donc après, pour récupérer, attaquer pour faute, dommages et intérêts, tout ça peut être très compliqué judiciairement. Donc si on a anticiper ce type de situation en prévoyant des mécanismes de compensation, c'est plus efficace. Alors bien sûr, quand vous attaquez ces sujets-là, les fonds, ils n'adorent pas. Mais bon. La question qui est posée, c'est qui prend les décisions finalement, parce que quand je vous écoute, finalement, on a l'impression que c'est le fonds qui, de fait... Le fonds, comme je vous le disais au départ, vous envoie le package. Donc vous avez le modèle... Là, du package, finalement, est-ce que si je signe le package, est-ce que ça veut dire que dans les faits, c'est le fonds qui décide des décisions importantes ou c'est le créateur ? Après, là, on arrive sur la gouvernance qu'on va traiter derrière. Donc là, c'est les points qui sont négociables, notamment la gouvernance et la clause de non-concurrence. Donc c'est bien, vous me faites la transition. Alors toujours, je pense que c'est important de connaître les principes qui guident les fonds. Et donc le principe qu'il faut avoir à l'esprit et qui nous arrange plutôt, c'est que les fonds, la volonté des fonds, pas d'émission dans la direction susceptible de les exposer aux conséquences d'une éventuelle qualification de dirigeant de fait.
c'est quoi le risque là derrière? En fait, le scénario catastrophe pour un fonds, c'est de mettre un ticket dans une start-up, que la start-up aille au tapis, donc redressement suivi de liquidation judiciaire, et que le mandataire liquidateur qui va être en charge de cette liquidation, lui son job c'est quoi? C'est d'essayer de récupérer de l'argent. Alors il regarde, la start-up, il n'y avait rien dedans, pas de machine, tout était en leasing, il n'y a rien à vendre, zéro. Il regarde les fondateurs, aucune surface financière, zéro. Et puis d'un seul coup, il se tourne et il voit le fonds. Alors le fonds, il a de l'argent. Donc si je veux récupérer de l'argent, c'est ça ma cible. Et donc, s'il veut récupérer un peu d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de démontrer que le fonds s'est immiscé dans la gestion de la start-up pour derrière engager sa responsabilité. Et ça, bien sûr, les fonds en sont conscients, en tout cas les gars qui dirigent les fonds en sont bien conscients. Et donc là, c'est justement cette subtilité qui fait qu'ils ne vont jamais, même quand ils sont majoritaires, même s'ils prennent 70% du capital, ils ne vont jamais se mettre à la direction de l'entreprise directement. Alors, un point que je voulais aborder avant de parler de la gouvernance, c'est le prochain slide, c'est les informations à fournir. Alors pareil, c'est un sujet qui est bien sûr systématique dans tous les dossiers. On va vous demander de régulièrement transférer des informations au fonds. Alors bien sûr, ce n'est pas votre prochaine destination de vacances qui les intéresse, mais c'est plutôt des histoires comptables, financières, votre carnet de commandes. C'est ce genre de choses qu'ils vont vous demander de leur communiquer. Et là où ça va être le moment pour vous de faire le point sur vos capacités de reporting, comment vous fonctionnez. Et quand vous êtes sur ce point-là, je pense qu'il faut discuter vraiment très ouvertement avec les fonds en disant voilà, moi aujourd'hui je suis capable de faire ça ou je fais ça. Les fonds vont vous dire oui, bon moi j'ai besoin de telle et telle information. Donc ils vont en fait vous obliger à vous structurer. Ce qui est important, c'est de ne pas vous engager à fournir des choses que derrière, vous ne serez pas capable de fournir. Donc, quand vous êtes sur ce point-là, vous bottez en touche et derrière, vous appelez votre expert comptable, vous faites le point avec lui pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut organiser dans un délai de 3-4 mois, voilà, et ensuite pour revenir avec les fonds et de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Ce qu'il faut aussi, si les fonds deviennent un peu trop intrusifs, c'est leur dire attendez, moi mon job c'est de développer la boîte. Si vous mettez un reporting hebdomadaire qui va me prendre une journée, ça va être totalement contre-productif. Je ne vais pas être là pour développer la boîte, je vais être là pour faire du reporting. Voilà, donc n'hésitez pas, donc soyez très transparent, ne vous engagez pas à des choses que vous ne pouvez pas faire, n'hésitez pas à demander des délais pour certaines choses, vous pouvez demander 6 mois, 8 mois pour la mise en place de tel type de reporting, et puis derrière, vérifiez les sanctions en cas d'inexécution. Il faut que les sanctions soient proportionnel au préjudice que peut subir le fonds, quoi. Et puis surtout, il faut prévoir un mécanisme qui ne soit pas de plein droit. C'est-à-dire que l'inexécution de la prestation de la transmission des informations ne doit pas entraîner une sanction automatique. Prévoyez toujours un mécanisme de mise en demeure par lettre recommandée R avec 30 jours pour réagir, et effectivement, si dans les 30 jours vous n'avez pas réagi, là, le fonds a le droit de vous sanctionner. Mais soyez vigilants là-dessus, parce que dans les PAC, les trucs standards, dès que vous faites une erreur, vous avez mise en cause automatique de votre responsabilité, et derrière, ça peut avoir des conséquences financières non négligeables. Alors là, on arrive donc à la participation des fonds à la gestion. Donc comme je l'indiquais avant, une participation directe à la gestion n'est pas une option. Les fonds vont participer via généralement un organe de contrôle de la société qui va comprendre des membres du fonds. Et puis, suivant la taille et le type d'activité, vous pouvez avoir un ou plusieurs comités ad hoc spécialisés. Quand ils vous en collent un, le premier général, c'est le comité des rémunérations. Donc, ils vous font un comité spécial pour les rémunérations.
Alors là, dans ce domaine-là, vos marges de manœuvre, elles sont réelles. Hein. Vous pouvez négocier les pouvoirs, la composition, la compétence, les conditions d'adoption des décisions. Quand vous recevez votre package, alors généralement, ils vous envoient que le pacte. Vous n'avez pas les statuts parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de les préparer. Et donc déjà, c'est incomplet ce que vous recevez. Et puis, ils vous envoient, dedans, vous avez des listes avec où il manque des choses. Et voilà, et après, ça se fait via un échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, vous avez... Alors tout ça, quand vous allez prendre le pack, ça ne va pas être clair comme je vous le présente là. Hein. Tout ça est souvent imbriqué. Mais en fait, pour moi, vous avez 3 catégories. Vous avez les décisions libres. Les décisions libres, c'est celles en tant qu'entrepreneur que vous prenez en toute autonomie et sans devoir rendre compte à quiconque. Vous avez bien sûr intérêt à ce que cette partie-là soit la plus large possible pour que vous ne soyez pas ennuyé. Vous avez aussi intérêt, alors là c'est un peu technique, mais que la compétence résiduelle se situe au niveau de l'entrepreneur et pas au niveau des actionnaires ou au niveau d'un comité stratégique. Compétence résiduelle, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas lister toutes les décisions qui peuvent être prises dans une entreprise. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe la compétence des associés, on met une liste de compétences, et là, on liste les points sur lesquels ils sont compétents. Après, vous avez le comité stratégique, on met une liste de compétences, et idéalement, on ne met rien pour le président, le directeur général, et donc tout ce qui n'a pas été listé précédemment, c'est de la compétence du président. Donc ça, c'est important. Et comme dit, ça paraît un peu évident, mais en pratique, même quand vous avez des fois des professionnels chevronnés en face de vous, à un moment, il y a tellement de choses qui se passent qu'on perd l'essentiel et donc il peut être utile de recadrer de temps en temps les choses, notamment sur des points comme ça. Après, vous avez les consultations préalables. Donc là, avant de vous mettre en œuvre vos décisions, il faut que vous consultiez le fond. Mais vous n'avez pas l'obligation de recueillir son accord. Si le fond vote contre, mais que vous avez la majorité au comité stratégique, vous pouvez mettre en œuvre votre stratégie. Et après, vous avez la dernière catégorie qui sont les autorisations préalables. Donc là, si vous n'avez pas le feu vert du fond, vous êtes bloqué. Donc cette dernière catégorie, il faut essayer bien entendu de la limiter aux choses essentielles. Alors comme dit, ces discussions, c'est un peu des discussions de marchands de tapis. Hein. La technique qu'on utilise, c'est de mettre des seuils de signification. Par exemple, pour tout ce qui est emprunt, investissement, mettre un montant. C'est-à-dire qu'en dessous, par exemple, au-dessus, toute opération d'investissement ou tout emprunt dépassant 100 000 € doit passer obligatoirement par le comité stratégique. Tout ce qui est en dessous, vous faites librement. Un recrutement de quelqu'un qui va coûter plus de 75 000 € brut annuel doit être quelque chose qui passe au comité stratégique. Voilà, c'est instaurer ce genre de choses pour essayer de limiter cette emprise que peuvent avoir les fonds. Et comme dit, alors les fonds ont des... C'est très différent d'un fonds à un autre. Certains sont très intrusifs, d'autres le sont moins. Du coup, ça peut aussi être intéressant. Là, au mois de septembre, j'avais 2 fonds autour de la table qui avaient des visions radicalement différentes de la façon de faire. Et du coup, ils se faisaient la discussion eux-mêmes entre eux. Et nous, on faisait l'arbitre. Donc, il est important, si vous en avez un intrusif, en tout cas de leur rappeler les fondamentaux de temps en temps, en leur disant, bon, vous êtes gentils, mais à force de nous mettre des trucs, là, vous êtes en gestion de fait. Du coup, quand on leur rappelle ça, de temps en temps, ça les calme un petit peu. Ensuite, clause de non-concurrence, je voulais focuser là-dessus parce que, pareil, c'est une clause qui est souvent un peu négligée. Or, elle peut avoir une très forte importance. Pourquoi ? Parce que ce projet s'inscrit dans le temps. Vous allez être scotché pendant 5, 6, 7 ans. La clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer après votre sortie du fonds.
Et bon, en 5 ans, il peut se passer des choses. Vous pouvez être débarqué du projet parce que vous n'êtes plus en phase avec lui. Et donc, cette clause de concurrence, de non-concurrence qui va s'appliquer post votre sortie, va en fait déterminer quelle est la palette de tâches et quel travail vous pouvez alors faire après votre sortie. Et donc bien sûr au début quand vous rentrez vous n'y pensez pas parce que l'objectif c'est pas de se faire foutre dehors ou de se retrouver en situation de concurrence, mais bon c'est quand même comme vous engagez pour un long terme il est important de s'intéresser à ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous mettent une clause de non-concurrence? Bien sûr, les fonds, ce qu'ils veulent, c'est obtenir des fondateurs l'engagement de ne détenir aucune participation dans une société concurrente où il y a une activité similaire ou complémentaire et qui consacrent l'essentiel de leur temps à l'exercice de leurs fonctions dans la société. Bon, ça paraît juste de bonne guerre. Hein. Si je vous mets 2 millions sur la table, les fonds investissent dans des hommes et encore des hommes, donc c'est l'équipe qui les intéresse. Si vous les plantez au bout de 2 ans, ils n'aiment pas, donc ils vous collent ce genre de clause. Spécificité aussi qu'il faut avoir en tête, vous avez 2 régimes de clause de non-concurrence. Le régime de clause de non-concurrence géré par le tribunal de commerce et qui s'applique aux associés. Et vous avez le régime de non-concurrence géré plutôt par le Conseil des prud'hommes et qui s'applique aux salariés. Tout ce qui rentre dans le périmètre du Conseil des prud'hommes est beaucoup plus délicat. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une clause de non-concurrence de salariés doit être rémunérée. C'est-à-dire que lorsque vous quittez le projet, si vous êtes bloqué pendant 2 ans, la société va devoir vous payer. Alors, les règles sont fixées par les conventions collectives. En général, ça tourne autour de 1/3 de votre rémunération et les délais qui sont donnés sont entre 18 et 24 mois. D'accord ? Donc voilà, et donc les fonds, quand il n'y a rien en ce moment, il y a un peu un bisbille au niveau de la Cour de cassation. Et lorsqu'on a affaire à un associé salarié, la jurisprudence n'est pas très claire de quel côté penche la balance. Donc ce que font les fonds, c'est que systématiquement, si vous avez une casquette s'il y en a l'un qui a une casquette de salarié, ils se mettent sous la réglementation clause de non-concurrence salarié, même si ça leur coûte de l'argent, alors que dans l'autre cas, ça ne leur coûte pas d'argent. Alors, quelles vont être vos marges de manœuvre? Vos marges de manœuvre, elles sont sur le périmètre, en fait. C'est là où il faut que vous soyez particulièrement vigilant. Et c'est sur les termes que vous allez utiliser dans la définition de l'activité de la société. Il faut absolument éviter les termes génériques. Par exemple, il faut éviter de mettre création de logiciels dans le domaine de l'éducation, parce que vous n'avez que des termes génériques là-dedans, donc c'est un domaine vaste. Il faut essayer plutôt d'écrire quelque chose du style, il faut être plus précis, création de logiciels d'aide à la création graphique à destination des écoles. Ce qui fait que derrière, si vous avez un problème, dans la première définition, dès que vous allez faire du logiciel à vocation éducative, vous rentrez dans le champ de la clause de non-concurrence, alors que dans la deuxième définition, je ne vais être en conflit que si je fais du logiciel de création graphique et en plus qui est à destination des écoles. Ouais, donc l'idée c'est ça, il faut vraiment faire attention à cette définition parce que derrière c'est votre liberté de rebondir qui est en jeu. Bon, après, vous pouvez travailler sur l'espace et sur la durée. Bon, l'espace géographique avec le web, c'est compliqué parce que ça devient souvent mondial. Alors, une clause pour un salarié qui couvrirait le monde entier, de toute façon, elle est nulle. Donc, là, si vous mettez un espace très large, c'est pas forcément grave parce que ça affaiblit la clause. Et la durée, bon, si c'est salarié, c'est 1 an et demi, 2 ans, de toute façon c'est rémunéré. Donc, et puis quand c'est de l'associé, 2 ans, 3 ans, c'est le standard, ça peut monter à 5, mais 5 c'est vraiment beaucoup. Ensuite, enfin les points peu négociables plutôt. Donc vous avez là-dedans le contrôle de l'actionnariat, garantie d'actifs et passifs. Alors, le contrôle de l'actionnariat. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le contrôle des entrées et des sorties.
Donc qu'est-ce que veulent les fonds avec ces clauses-là? Ils veulent verrouiller les hommes clés, ils veulent contrôler les entrées au capital, tout en permettant quand même d'exclure quelqu'un si celui-ci venait à déraper. Alors les clauses incontournables, donc vous avez les clauses, donc tout ça vous l'aurez systématiquement, hein. Le droit de préemption et la clause d'agrément. Ces deux clauses ont en fait la même vocation, elles ont vocation à empêcher un tiers d'entrer dans la société sans l'accord des associés sur place. La différence entre la clause, le droit de préemption et la clause d'agrément, c'est que le droit de préemption est un droit individuel. Donc même si je n'ai que 5% du capital et qu'aucun de mes co-associés n'a souhaité bloquer l'entrée d'un nouveau, moi tout seul, avec mon droit de préemption, bien sûr si j'ai le cash, je peux me porter acquéreur des titres qui sont proposés à ce tiers. Alors que la clause d'agrément est une clause collective qui s'exerce dans le cadre d'une assemblée générale. Donc en tant que minoritaire, si j'ai une majorité d'associés qui agrée le nouvel entrant, je n'ai aucun moyen de m'y opposer. Donc elles ont la même finalité, mais souvent vous allez les retrouver avec d'abord le droit de préemption et après la clause d'agrément, parce qu'elles n'ont pas exactement le même mode de fonctionnement. D'accord ? Ensuite, ils vont vous coller une clause de sortie, hein, c'est les clauses d'inaliénabilité. Donc celle-là, elle est généralement calée aux entrepreneurs, donc les key persons. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Donc c'est une durée pendant laquelle vous n'aurez pas le droit de vendre vos parts ou vos titres. Ce que vous pouvez faire, c'est faire miroir, de demander la même chose au fond, ce qui n'est pas illogique, puisque autant vous liez votre destin au leur, autant si vous les faites rentrer, vous souhaitez avoir un partenaire stable qui vous accompagne et pas qui au bout de 24 mois décide de se dégager et vous laisse au milieu du gué, hein. Et puis bien entendu, derrière il faut des clauses d'exclusion, hein, si vous avez, parce que moi en 5 ans vous pouvez avoir un gars qui dérape, vous pouvez avoir des gens qui ont des comportements malhonnêtes ou qui mettent en péril le projet. Donc là on met en place soit des clauses d'exclusion qui prévoient un mécanisme donc, pour sortir la personne, soit des promesses de vente dès l'origine. Donc ça c'est plus facile à mettre en œuvre. C'est les associés fondateurs qui dès l'origine s'engagent à céder leurs titres si on se retrouve dans certains cas de figure. Alors ce qui est important de négocier dans cette partie-là, c'est les notions de good et de bad leaver. Donc déjà d'avoir des définitions. Donc le bad leaver, c'est généralement le gars qui démissionne. C'est le licenciement ou la révocation pour faute grave, faute lourde. Alors souvent ils vont mettre révocation pour faute, mais il faut essayer de recaler ça en grave ou lourde. Donc ça c'est des cas de figure où vous allez sortir à prix cassé. Et normalement la manière dont il faut monter les choses, c'est que tout ce qui n'est pas bad leaver, donc le résiduel, c'est du good leaver. Et dans ce good leaver, il faut préciser que le décès, l'incapacité sont des sorties en good leaver. Et bien entendu, il faut négocier dans ce cadre-là, faire bien attention à quelle valeur la personne va sortir de l'opération et comment va se faire le partage de la plus-value. Donc c'est là-dessus que vous avez quand même une marge de manœuvre. Ensuite, dans le contrôle de l'actionnariat, ce que veulent les fonds, c'est maintenir les participations, hein. Donc ils ont constitué ce que tout le monde espère être la winning team. Donc ils ne veulent pas que l'équipe puisse être modifiée sans qu'ils ne puissent, sans qu'ils ne soient d'accord.
Donc vous avez les points d'attention du fonds, éventuel décalage entre la valeur de la participation reçue en contrepartie de son investissement et le montant réel de cet investissement. Là, on revient toujours sur cette préoccupation, parce que les fonds gèrent de l'argent de gens qui leur ont confié, et les gens leur ont confié de l'argent pour que cet argent fructifie, pas pour qu'il diminue. Et le risque que les fonds vont essayer de couvrir dans le cas de ces maintiens de participation, c'est la dilution économique. C'est quoi la dilution économique? Comment on arrive à une dilution économique? On peut arriver très facilement à une dilution économique lors d'un deuxième tour. Si je reprends mon exemple initial où mon fonds est rentré, valeur post-monnaie 3 millions, ils ont mis un ticket d'1 million, ils ont reçu 33%. Donc leurs 33% valent 1 million d'euros. Si 2 ans après, il y a un nouveau tour de table, mais que la société n'a pas décollé, et ce tour de table se fait à une valeur de 2 millions. Le prêt-monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Les 33% que détient le fonds vont valoir à partir de ce moment-là un tiers de 2 millions, donc 666 000. Et donc le fonds, si rien n'est fait, va devoir inscrire une moins-value dans ses comptes de 330 000 euros post cette opération. Et donc pour pallier à ces choses-là, pareil, vous avez donc des clauses qui sont mises en place par les fonds. Alors on les traitera ici, c'est les fameuses clauses Ratchet. Donc le premier risque qu'ils ont, ou la première chose qu'ils veulent couvrir, c'est le risque de dilution simple. Ils sont minoritaires, ils ne veulent pas que le majoritaire puisse, 1 an après ou 2 ans après, décider une augmentation de capital qui les diluerait et donc diminuerait leur quote-part dans le prix final sans qu'ils aient leur mot à dire. Donc ils vous collent systématiquement des clauses de maintien de niveau de participation. Donc ça, c'est les associés fondateurs qui s'engagent à ne pas dépasser un certain montant de participation. Et puis, vous avez carrément des clauses anti-dilution qui prévoient qu'à chaque augmentation de capital, tous les associés s'engagent à permettre au fonds de maintenir sa participation, de mettre en place des mécanismes. Oui. La clause de maintien de niveau de participation, c'est ça ? Donc la clause de maintien de participation, c'est un engagement à la charge de certains associés, donc généralement les fondateurs, les entrepreneurs, de ne pas augmenter leur participation. C'est-à-dire qu'ils ont, dans mon exemple simple, il y a 33% pour le fonds, 66% pour les fondateurs. Les fondateurs s'engagent à ne jamais dépasser 66%. Comment ils pourraient dépasser, c'est par exemple s'ils performent bien sur Pardon ? Comment ils pourraient les dépasser, s'ils rachètent des parts ou s'ils performent bien sur leur business? Non, s'il faut une augmentation de capital. Mais, c'est-à-dire en faisant appel à un autre fonds ou avec Non, eux-mêmes. Il faudrait qu'ils aient de l'argent. Ouais, sauf que c'est eux qui vont, s'ils sont majoritaires, c'est eux qui déterminent le montant c'est eux qui déterminent le prix. Ah oui, donc il y a une... généralement, ils vont être verrouillés par un certain nombre de choses, mais rien ne les empêche dans l'absolu de faire une augmentation de capital avec un prix où ils se valorisent à 1 million. Et ça nuirait à leur valeur du coup. Pardon ? Ah, mais leur valeur, après, tu vas la augmenter plus tard, c'est ça? Ouais, mais c'est fictif, c'est une entourloupe pour en fait flouer le fond. Et donc pour éviter ce type d'entourloupe, effectivement, moralement, c'est pas terrible, mais après, quand vous êtes en vitesse de croisière, votre truc il roule, vous savez que derrière, votre boutique, elle vaut 20 millions, vous regardez vos clauses, le pacte que vous avez signé 4 ans avant, et vous vous rendez compte que le fonds, il va vous prendre, il a que 33%, mais en fait, il va se faire 55 ou 60% de la plus-value. Oui, bon, ça me fait suer cette histoire. Et donc, si vous êtes un peu margoulin, voilà, vous pouvez être tenté de faire une augmentation de capital. Donc ces clauses-là, en fait, sont faites pour
bloquer toute velléité de faire des entourloupes au fond. Hein. Elles sont vraiment... Et alors, elles sont bien sûr toutes faites de façon... ça couvre vraiment bien, quoi. Hein. Vous êtes à ce niveau-là ficelé sur les pourcentages de détention. En fait, tout ce qui touche au cœur de la raison pour laquelle le fonds est à côté de vous va être verrouillé par ce type de clause. Même si c'était compliqué en pratique à faire, les fonds vous le mettent quand même dedans parce qu'ils veulent, ils veulent même pas prendre zéro risque. Quoi. Enfin, ils veulent même pas prendre ils veulent pas prendre le moindre risque, pardon. Ok ? Et donc après, vous avez, donc ça c'est plutôt du classique. Et puis, alors ce qui est typique du capital investissement, c'est les clauses de Ratchet qui visent à contrer la dilution économique dont je vous parlais avant. Alors, clause de Ratchet, c'est un terme qui semble un peu barbare. En fait, ça veut dire cliquer en français. Et puis, ça vient en fait d'un mécanisme. C'est un mécanisme qui maintient un système en l'état ou l'empêche de revenir en arrière. Donc, c'est bien ça, c'est pour empêcher la perte de valeur de la participation. Donc, il vous insère ça systématiquement. Alors, soit après le mécanisme, ça soit des promesses de vente, donc qui auraient été faites dès l'origine avec les fondateurs qui s'engagent à céder des titres au fond pour compenser la perte de valeur, ou alors des actions de préférence qui permettent d'obtenir des actions ordinaires en complément, ou alors des BSA ratchets, donc des bons de souscription d'actions qui peuvent être exercés, et bien sûr tout ça à des prix symboliques pour permettre d'arriver, puisque si je reprends toujours mon exemple, si la boîte vaut 2 millions, ils ont mis 1 million sur la table, pour qu'il n'y ait pas de dilution économique, il faut que leur participation, qui était de 33%, monte à 50%. Parce qu'à 50% de 2 millions, on est à 1 million, donc ils retombent sur leurs pattes. D'accord ? Et bien sûr, tout ça va se faire au détriment des fondateurs, parce que forcément, quelqu'un doit payer les pots cassés. Hein. Et là, vous avez après deux techniques. Vous avez le full ratchet et le weighted average ratchet. Le full ratchet, c'est le cas dans lequel le prix de revient des investisseurs, donc le ticket qu'ils ont payé au départ, est ramené au prix de souscription du deuxième tour. Donc là, vous avez une compensation complète de la dilution économique. Et dans le weighted average ratchet, c'est en fait, on fait la moyenne entre le prix payé au premier tour par le fonds et le prix du deuxième tour. On fait une moyenne des deux. Donc c'est une somme pondérée des deux. Donc bien sûr, l'intérêt pour vous, c'est plutôt le weighted average ratchet que le full ratchet. En tant que si vous êtes en position entrepreneur. Garantie d'actifs et de passifs. Alors ça aussi, c'est un sujet que les fonds, ils aiment pas, ils abordent pas trop. Alors si vous faites, je ne sais pas si ça vous parle, mais en France, il n'y a pas d'entreprise vendue sans qu'il soit donné de garantie d'actifs et de passifs. Donc, vous êtes obligé... pourquoi ? Parce que si vous achetez une entreprise là, au 31/12/2014 et que vous avez un contrôle URSSAF en juin 2015 et qu'un redressement vous est notifié, le redressement va vous être notifié à vous, nouveau propriétaire, alors que ça porte sur une période antérieure. Ce n'est pas vos fautes qui vont entraîner le redressement judiciaire, le redressement URSSAF, c'est les fautes qu'ont commis votre prédécesseur. Mais c'est vous qui devrez les payer. Et donc, pour éviter ça, on met en place des garanties d'actifs et de passifs qui va vous permettre d'aller chercher la responsabilité du gars qui vous a monté la boîte. Donc, les fonds, ils vous demandent ce type de garantie au moment où ils rentrent, parce qu'ils n'ont pas envie de payer des pots cassés pour vous. Alors, en matière si vous êtes en early stage et en matière de start-up tout au début, les risques sont limités parce que la boîte, elle existe depuis très peu de temps. Elle a quasiment, des fois, elles n'ont pas encore de clients, donc il n'y a pas vraiment de risque, et puis il n'y a pas beaucoup de salariés. Mais bon, si vous êtes dans une société un petit peu qui a un peu plus d'ancienneté, il peut y avoir un risque. Et la différence, là, quand vous êtes en capital investissement et en cession-acquisition, c'est qu'en cession-acquisition, vous allez toucher des sous. Vous vendez
vendez votre boîte, vous touchez 1 million, et donc si on vous réclame 200 000 euros derrière au titre de la Gap, vous les avez, bon, vous les prenez sur le prix qu'on vous a donné. Là, vous n'avez rien, le fonds il rentre, il met l'argent dans le fonds, vous avez touché pas un rond. Donc si derrière vous devez indemniser le fonds sur la base d'une garantie d'actifs et de passifs, il va falloir que vous trouviez l'argent quelque part. Donc il est important de négocier ça. Et généralement, ça vient tout à la fin. C'est le document qui vous envoie 2 jours avant le closing. Ils vous disent, alors un, parce qu'ils n'aiment pas qu'on en parle, et 2, ils vont utiliser comme argument, on n'avait pas encore fini les due diligence, autant qu'on n'a pas fini les due diligence, on ne peut pas savoir quels sont nos risques, donc on attend. Donc ça, c'est un truc auquel il faut leur en parler assez rapidement après la LOI. Il faut insister pour qu'ils vous l'envoient. Et il ne faut pas hésiter à négocier un plafond, un seuil, pour essayer d'encadrer ce truc-là, quoi. Il faut vraiment le plafonner. Premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est lors de la sortie du fonds. Là aussi, il y a une vraie question. Vous ne pourrez pas vendre votre boîte si vous ne donnez pas de gap, si vous ne donnez pas une garantie d'actifs et de passifs. Or, les fonds, ils vont souvent vous mettre une phrase dedans qu'ils ne donnent pas de gap. Bon, s'ils ne donnent pas de gap, ils prennent moins de risques et normalement, ils devraient toucher moins de prix. Voilà, bien entendu, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Donc il faut simplement avoir ça à l'esprit. Si rien n'est dans les actes concernant le sort de la Gap au moment de la sortie, ne dites rien, n'en parlez pas, parce que de toute façon, vous n'obtiendrez rien de plus satisfaisant. Si dedans, ils ont mis expressément qu'ils ne donneront pas de Gap lors de la sortie, dans ce cas-là, essayez d'enlever cette phrase en disant « écoutez, on en discutera le moment venu », ou essayez au moins de mettre une clause de rendez-vous où le fonds, où on dit le jour où on aura un vendeur, que se posera ce problème de garantie d'actifs et de passifs et du prix, nous rencontrerons et essaierons de trouver une solution équitable et juste pour tout le monde. Voilà. Mais bon, plus vous n'obtiendrez pas. Une question sur cette garantie passive, vous parlez des URSSAF, mais quel pourrait être l'autre risque? Alors c'est tout. Donc comment ça se passe en fait une Gap? Vous avez 5-6 pages de déclaration. Donc ça commence par ma société a été correctement immatriculé, je dépose mes comptes chaque année, je n'ai pas de contentieux, je paye mes primes d'assurance et suis suffisamment indemnisé, tous mes salariés sont payés en temps et en heure, tous les contrats sont OK. Donc vous avez 3-4 pages de déclaration. Et si vous avez une fausse déclaration, vous avez fait une fausse déclaration et vous engagez votre responsabilité. Donc ça peut être sur tout le champ d'activité, tous les domaines de l'activité de votre entreprise. Et alors l'idée, c'est essayer de réduire ce champ, mais ça c'est souvent compliqué. C'est plus en travaillant sur un plafond de responsabilité, un seuil de déclenchement, des franchises. Là, vous avez plus de chances d'arriver à cadrer cette problématique. Mais comme dit, si vous êtes sur du early stage, c'est pas la peine non plus de perdre trop de temps parce que vous avez peut-être un risque sur l'API, sur ce qui est propriété intellectuelle, si elle n'est pas bien ficelée. Donc il faut focuser. La sortie des fonds, donc s'il y a effectivement un sujet sur lequel ils ne vont pas transiger, c'est ça, c'est la sortie des fonds. Le fonds est un associé éphémère, généralement il va rester entre 5 et 7 ans et il a des exigences en matière de droits préférentiels sur le prix. Alors les clauses incontournables que vous allez avoir, c'est l'obligation de sortie conjointe et le droit de sortie conjointe. Obligation de sortie conjointe, c'est une clause qui va obliger un minoritaire à sortir du moment que le fonds, par exemple, a décidé de sortir ou une majorité qualifiée a décidé de sortir. Le droit de sortie conjointe, c'est le droit pour un minoritaire de ne pas être laissé en arrière. Quand le fonds sort, où les majoritaires sortent, ils ne peuvent pas en laisser un derrière, ils sont obligés de l'emmener avec eux. Donc ça, c'est une clause qui sera plutôt ces deux clauses marchent généralement ensemble. Ensuite, vous avez la clause de liquidité. Alors celle-là, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir, parce que c'est la raison pour laquelle le fonds vient, c'est pour pouvoir vendre derrière. Il faut quand même l'intégrer, parce que cette start-up, ça va être votre bébé.
Et donc, quand vous rentrez dans du capital investissement, il faut être prêt à un moment à vous séparer de votre bébé. Hein. Et bon, des fois, c'est fusionnel entre les créateurs et leur entreprise. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et il faut essayer d'adoucir les choses en faisant, par exemple, d'introduire une clause de première offre ou de premier refus. Ça oblige le fonds à, par exemple, si la sortie est programmée à 7 ans, à venir vous voir à la fin de la 5e année, d'organiser une réunion et de dire de deux choses l'une. Soit ils disent, bon ok, on est prêt à vendre à tel prix. Vous dites oui, vous dites non. Si vous dites non, ils peuvent ensuite vendre à d'autres personnes, mais pas à un prix inférieur à celui auquel ils vous ont annoncé. Ou alors ils vous disent à quel prix, c'est vous qui ils mettent la balle dans votre camp et ils vous disent à quel prix êtes-vous prêt à nous payer pour sortir. Et là pareil, si le fonds dit non, il sera obligé de vendre à un prix qui est supérieur. Et puis après, il y a tout un séquençage qui peut être fait jusqu'à la liquidité définitive où vous perdez, si le seuil c'est 7 ans et qu'au bout de 7 ans, vous leur avez proposé aucune solution, bon, le fonds, il prend la main et donc il a le droit de mandater une banque d'affaires qui va être là pour vous trouver un repreneur. Et vous, à ce moment-là, vous n'avez plus grand-chose à dire. Hein. Donc, mais on peut séquencer les choses en faisant, en lançant le process, par exemple, à la 6e année, avec plus de droits d'intervention des associés fondateurs et de n'arriver à cette phase ultime qui est où vous perdez en fait le droit de vous opposer suite à tout un processus. Étant rappelé quand même pour poser les choses que vendre une boutique, vendre une entreprise où les dirigeants ne jouent pas le jeu, c'est plus que compliqué. Hein. Parce que, bien évidemment, les gars qui vont acheter votre entreprise, si vous allez voir le dirigeant et que le gars ne vous reçoit pas, vous passe pas les comptes, bon, à un moment, même si c'est une belle boîte, vous allez vous lasser. Et du coup, les fonds, même s'ils ont tout ce pouvoir, ils sont quand même obligés de faire avec l'équipe dirigeante. Et puis ensuite la répartition des prix, mais ça, la répartition du prix, hein, ça c'est vraiment l'incontournable, mais on en a parlé au moment de la LOI. Ben, j'ai fini. Je suis désolé, j'ai été beaucoup plus long que prévu. Voilà, donc je suis désolé, j'ai été un petit peu plus long. On pourra recevoir les possibilités de recevoir Le support. Oui, si vous me laissez votre carte de visite ou si vous êtes inscrite, on vous enverra le support. Donc, j'étais un petit peu plus long que prévu. J'espère toutefois que ça a été utile pour vous. Et voilà. Donc, si vous avez des questions. Oui, parce que là, vous faites la promotion de votre société. C'est quoi votre système de rémunération lorsque vous accompagnez une entreprise dans les négos Ok, donc on n'est pas comme des leveurs de fonds qui, eux, sont payés au success fees. Ça nous donne l'avantage d'être beaucoup plus indépendant et neutre. Parce qu'un leveur de fonds, à un moment, il peut par exemple être en conflit d'intérêts. Parce que d'un côté, il doit il doit vous défendre. Mais s'il vous défend trop bien, ça peut faire péter le deal. Et si ça fait péter le deal, il ne touche pas sa rémunération. Moi, en tant qu'avocat, je ne suis pas payé au success fee, je suis payé au temps passé. Donc à ce niveau-là, je suis complètement indépendant. Sur des opérations comme ça, pour nous, il est très difficile de savoir de façon précise le temps qu'on va y passer. Donc, nous, idéalement, on travaille au temps passé. Et donc, j'ai un taux horaire qui est de 260 € de l'heure, en tant que... Mais bon, c'est moi qui dirige l'associé dirigeant du bureau. Après, moi, j'ai mes collaborateurs qui travaillent sur les dossiers. Donc, en moyenne, on doit être à un taux horaire de 210 à peu près dans ces eaux-là. Ce qui se passe, c'est que, bien entendu, les gens qui souhaitent recourir à nos services disent « Bon, vous êtes gentil, vous nous donnez un taux, mais derrière, on ne sait pas quelle est l'addition qu'on va prendre. Donc, on aimerait bien avoir un petit peu d'indication. » Donc, nous, bien entendu, on a de l'expérience aussi. Donc, en fonction, on regarde votre dossier, on regarde combien il y a de fonds, où vous en êtes.
Et on vous fait en fait une proposition de service avec un budget, mais qui est, on vous donne une fourchette. Alors c'est, je sais pas, il peut y avoir une fourchette qui est aussi de 2 000 à 3 000 euros, vers le bas et vers le haut. Et voilà, on vous dit bon bah ça va être autour de ce tarif-là. Et puis, il y a des inattendus qui se passent ou des missions complémentaires qui viennent se greffer dessus, on vous fait, soit on vous envoie un mail en disant on est en train d'exploser le compteur parce qu'il y a telle ou telle chose, mais en fait vous vous en rendez bien compte, vous suivez le dossier avec nous au jour le jour et de vous-même vous rendez compte si les choses se passent telles que prévues ou si d'un seul coup il y a un événement qui n'était absolument pas, qui n'était pas attendu et il y a un surcoût de travail. Donc après on discute entre nous et voilà, donc il y a un suivi. Si on reste dans le budget, on bosse et vous recevez des demandes de provision. Si le budget dérape, on prend contact avec vous, on discute le bout de gras et on trouve un terrain qui permet à ce que chacun s'y retrouve. C'est comme ça que ça marche. Alors en moyenne, par exemple la dernière, si je prends de la start-up simple, on a fait une première levée de fonds pour une boutique qui était sur le web. L'accompagnement, c'était avec l'aspect AGOA, on est arrivé à 12 000 euros. Donc tout l'accompagnement, la sortie des pactes et autres. Et là, on leur a fait leur deuxième tour de table. Et on a facturé, donc c'était un petit peu plus complexe puisqu'on avait deux fonds, on avait un fonds étranger et un fonds français. Toute la documentation était en anglais. On a facturé 18 000. Bon, ça c'est des dossiers... Pardon ? Des montants de combien ? Donc la première fois, ils avaient levé 350 000 euros et la deuxième fois, ils ont levé 2 100 000. Mais bon, après, on a d'autres opérations où ça peut monter à 50 000, 60 000 euros. Là, on a fait, c'était dans l'industrie, des fonds alors c'était une participation majoritaire, ils ont pris 66% du capital. Et on a eu beaucoup de soucis parce que c'était un truc à 3 bandes en fait, puisqu'on achetait, c'était une opération où on achetait l'entreprise et moi j'accompagnais l'homme clé, celui qui voulait racheter mais qui n'avait pas les sous, avec les fonds. Donc c'était une opération assez compliquée donc là ça peut monter plus. Mais le plus simple pour ça, c'est vous nous exposez, il nous faut un peu un descriptif de la cible. Idéalement, si vous avez une LOI, là, ça nous permet bien de... Avec une LOI dans les doigts, moi, je peux assez bien vous faire une cotation. Ou un projet de LOI. Avec un projet de LOI, c'est parce que je vois à peu près... Parce que tout dépend, vous savez, s'il y a des OC ou s'il n'y a pas d'OC, tous ces documents qui sont annexes. Si j'ai un dossier avec des OC1, avec des contre-lettres, je vais bien sûr avoir plus de travail que si j'ai simplement un investissement en capital. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'était une présentation très éclairante. Et après, j'ai un point de détail que je ne comprends pas. Et c'est peut-être mon cas potentiellement. Donc, pourquoi on n'a pas le droit de s'engager à ne pas travailler dans une entreprise et dans une entreprise qui serait dans une activité complémentaire ? Concurrente ou complémentaire en fait. Alors complémentaire, les fonds ne vont pas forcément s'y opposer, mais il faut bien comprendre, quand les fonds investissent dans des hommes et des hommes. Chose qui vous répond. Donc il y a un projet, mais ils investissent surtout, ils vont investir dans vous. Donc ils veulent que vous consacriez toute votre énergie à votre entreprise. Ils ne veulent pas que vous vous dispersiez sur d'autres projets. C'est pour ça qu'ils vont être réticents. Mais après, si dès le départ, vous jouez carte sur table et vous leur dites, voilà, moi j'ai cette boîte-là que je vais développer avec vous, mais en parallèle, j'ai une activité dans telle autre entreprise. On peut dégager des synergies en plus. Oui. Donc, mais il faut le mettre sur la table et après le fonds l'accepte ou l'accepte pas. Mais bon, ça fait partie des négociations au départ. Et les fonds, ils sont pragmatiques. Donc, si effectivement cette activité connexe
est de nature à faciliter le développement de la société dans laquelle ils investissent, ils ne vont pas s'y opposer. Ils vont s'y opposer si à un moment ils ont le sentiment que vous allez du coup consacrer moins d'énergie à l'entreprise dans laquelle ils ont mis les sous, ou qu'à un moment vous allez utiliser les ressources de la société dans laquelle vous avez mis les sous pour développer cet autre projet où eux n'ont pas mis un rond. Et donc ils vont rien bénéficier. Donc ça va être ça leur inquiétude. Oui, donc c'est ce genre de garantie qu'il faudra apporter en fait. C'est de pas mettre en commun les ressources. Bah, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'ils mettent 2 millions dans une boutique et la pépite, en fait, c'est celle d'à côté. Et vous allez vous rémunérer pendant 5 ans avec les 2 millions qu'ils vous ont fait et puis faire fructifier celle d'à côté. Moi, c'est plutôt avec l'espoir de confusion. Là, vous parlez essentiellement de fonds. Est-ce que le fait de s'adresser à des réseaux de BA change la nature de votre discours À la marge, oui. Sur le fond, non. Les BA, c'est beaucoup plus hétérogène. Notamment la qualité des documents. Déjà, dans les fonds, la qualité de la documentation qu'on vous envoie est hétérogène. Vous avez des fonds qui vous envoient des pactes qui sont des traductions de pactes anglo-saxons. Donc quand vous lisez, vous avez juste envie de vous mettre une balle. Vous avez 70 pages. Des fois, c'est même pour moi, qui ai l'habitude de lire ces documents, c'est pénible à lire. Et vous avez d'autres fonds où les fonds ont bien compris qu'ils sont sur par exemple du capital développement, du early stage, que les moyens et qu'il faut limiter les coûts. Et donc voilà, qui disent à leur avocat, vous me faites un pacte qui fait 28 pages, pas une page de plus. Et en 28 pages, bien rédigé, vous verrouillez l'ensemble de ces trucs-là. Et après, vous en avez d'autres, ils vous le font à l'anglo-saxonne et ils vous shootent 70 pages pour la même chose. Et en plus, personne ne va bien comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Et donc alors, chez les BA, c'est encore plus hétérogène. Vous pouvez avoir ils peuvent avoir quelque chose de bien structuré comme ils peuvent être moins bien structurés. Et puis alors, les BA, eux, c'est leur argent. Donc ils vont être beaucoup plus prudents dans les investissements qu'ils font. Ils vont se mouiller beaucoup plus la chemise habituellement. Vous dites 30 pages, c'est juste le pacte, ouais, le pacte. Alors, le package, des fois, vous en avez pour... quand vous avez des OC et compagnie, vous êtes à 150 pages quand vous réunissez tout. Il y a un endroit où on peut voir un peu à quoi ressemblent ces documents, des modèles. Oui, bien sûr. Vous avez, alors moi vous achetez des ouvrages, vous regardez un petit peu sur internet. Il y en a un là qui est pas mal que moi j'ai vu. Oh, attends, je vais vous dire. Celui-là qui est pas mal. Tout savoir sur le capital investissement. Vous avez des modèles à la fin et c'est pas mal fait. Vous avez des modèles de LOI. Mais après, vous savez, aujourd'hui, vous googlisez, vous pouvez récupérer, vous trouvez sur le net des pactes, ce genre de choses. Ça se trouve. Notamment, après, vous avez les sites de crowdfunding, vous avez aussi des modèles que vous pouvez récupérer. Mais bon, ça reste... Ils mettent en accès libre Pardon ? Ils mettent en accès libre leur documentation. C'est pas très compliqué pour s'inscrire, au pire. Ah oui, d'accord. C'est pas très compliqué. Mais comme dit, chaque fonds, chaque groupe de BA, ils ont tous leur... c'est pas encore vraiment standardisé. Et puis, bon là, je vous ai fait une présentation en 45 minutes de tout ça. Et puis c'est ça il y a beaucoup de subtilité. Et surtout en capital investissement, il y a, quand vous bougez une pierre, ça a un impact sur tout le reste. Parce qu'il y a une sorte d'équilibre entre profitabilité, sécurité. Les fonds, ils sont prêts à lâcher sur certains points. Mais alors s'ils lâchent là, il faut que ça bouge là. Et pour bien comprendre, et tout ça est très imbriqué. Bon, en plus, vous avez, ce qui est compliqué, c'est surtout si vous avez des obligations convertibles en actions, c'est de bien à chaque fois arriver à visualiser ce qui se passe si j'ai un bug à tel niveau. Je ne respecte pas telle clause,
quelles vont être les conséquences financières pour moi in fine. C'est pas toujours évident parce que vous avez des renvois de clause en clause. Et donc il faut, surtout si on n'est pas familier avec les mécanismes, on peut être un petit peu perdu. C'est pour ça, alors, je prêche un peu mais faites-vous accompagner sur ça là, par un professionnel qui a de l'expérience. Parce que, comme dit, vous partez pour une aventure de 5 ans et si vous l'avez mal emmanché, derrière vous ramez pour 5 ans. Et je ne sais pas pourquoi vous comparez à un leveur de fonds aussi. C'est en termes d'accompagnement, mais c'est pas du tout le même. Ouais, mais le leveur de fonds, il va vous accompagner parce que le leveur de fonds va vous accompagner jusqu'au closing. Pourquoi ? Parce qu'il touche son argent le jour où vous signez le closing. Donc il reste motivé. Et c'est lui qui va toute la phase jusqu'à la LOI, et donc notamment toute la phase financière, il va être très actif. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, alors les leveurs de fonds, c'est important d'en avoir un. On a 2 métiers qui sont différents. Lui, c'est lui qui fait le lien entre votre projet et le fonds et qui va faire ces histoires de valorisation. Moi, mon job, ça va être de relire le package contractuel et de le rééquilibrer et de vous accompagner dans toutes ces négociations, de vous apporter les explications que vous pourriez avoir en lisant ces documents, de vous indiquer quelles sont les implications de tout ça et de vous proposer des solutions alternatives. Et pour que ensuite vous preniez une décision de façon éclairée, c'est-à-dire parce que la problématique, c'est de bien comprendre en fait tout ce qui se passe et d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe. Donc ça va être mon job. Et le leveur de fonds, ce qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit, c'est que généralement, il travaille avec certains fonds. Et donc, il va avoir un track record avec ses fonds. Il a travaillé avec le fonds avant, il a vocation à travailler avec le fonds après. Donc, votre dossier, bien sûr, il va le défendre, mais il ne va pas non plus mettre en danger sa relation avec le fonds à cause de vous. Quand il y a des litiges, je ne sais pas si vous accompagnez des sociétés dans la phase après, quand il y a des litiges, finalement, souvent, ça vient de quoi ? Ça vient de la documentation, ça vient de champ. Qu'est-ce qui fait souvent les nœuds des litiges Le nœud des litiges, c'est quand le gâteau n'est pas au rendez-vous. c'est quand les choses se passent mal. Après, vous pouvez avoir des problèmes de personnalité aussi, où ça ne matche pas. Sur les clauses de sortie, j'ai entendu dire qu'il y avait des fonds, des billets qui exigeaient un prix de sortie presque. Est-ce que c'est vrai ça ? Non, parce que vous n'êtes plus dans du capital risque. Oui, dans le capital risque, il y a le risque. Oui. Non, et là, c'est si... alors, comme dit, à travers le mécanisme que je vous ai appliqué, vous avez une répartition préférentielle du prix, qui est quand même très fortement préférentielle. Mais vous ne pouvez pas... il faut qu'il y ait un prix. Si il n'y a pas de capital risque où le fonds perdant de l'argent, ça serait les autres associés qui piocheraient dans leur poche pour l'indemniser. Là, très clairement, on serait dans une clause léonine et donc elle serait nulle. Juridiquement, elle est nulle. On m'a indiqué que parfois il y avait des clauses qui étaient mises pour que si le business plan n'était pas respecté, justement, la répartition du capital, des choses comme ça a été changée. C'est fréquent, Alors, ça a souvent un impact, notamment si vous avez des OC, des obligations convertibles, sur la convertibilité ou pas des obligations. Effectivement. Et c'est là où il faut vraiment être très vigilant sur toujours vérifier les sanctions liées à l'inexécution d'une obligation. Vérifier systématiquement qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ce à quoi je me suis engagé. Et ce que vous allez découvrir dans le premier jet de documentation que vous allez recevoir, c'est que toute infraction va déclencher la totale derrière. Et donc tout le job va consister à bien segmenter les choses, à dire bon voilà, le non-respect des clauses éthiques,
vous êtes gentil, mais c'est pas pour autant que je vais perdre ma plus-value, quoi. Donc vous me le sortez. Et voilà. Et donc, par contre, il est clair que si j'ai tapé dans la caisse, que j'ai fait un ABS et que vous me révoquez derrière, il est légitime que je sois classé en bad liver et que je récupère pas ma mise. Ou si au bout de, on s'est engagé au bout de 2 ans, je claque madame parce que j'ai rencontré quelqu'un et je veux aller vivre à Tahiti. Il est logique que je me prenne pas la plus-value alors que je laisse toute l'équipe en carafe. Donc derrière, ils vont vous faire quelque chose de simple au départ. Dès que vous faites une infraction, boum, la totale. Donc il va falloir, première chose, faire que si j'ai fait quelque chose de pas bien, on m'écrit une lettre dans laquelle on me dit « vous n'avez pas fait telle chose correctement, veuillez rectifier le tir ». On me laisse une chance, donc 30 jours pour rectifier le tir, d'accord ? Et puis 2, de bien regarder derrière que les sanctions soient proportionnelles ou cohérentes avec l'infraction que j'ai C'est soumise. ça qu'on attend d'un avocat, Oui. protéger de toutes ces lignes qu'on nous... C'est le job qu'on fait, quoi. Et pour vous, effectivement, si vous n'avez pas l'habitude, c'est très très laborieux. Beaucoup à cause du timing. Ce qu'il faut, aujourd'hui, là, on est détendu, on a du temps, mais quand vous êtes entre la LOI et le closing, aujourd'hui, c'est 30 jours, quoi. Et c'est très tendu, hein, très tendu. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de recul, quoi. Il faut assimiler, comme je dis, 50, 100 pages, vous avez 48 heures pour les assimiler. Il vous faut 3-4 heures rien que pour les lire. Alors pour les comprendre. 3-4 jours pour les comprendre. Donc voilà. C'est bon ? Par rapport à l'exécution du BP, c'est quand même un point important parce que c'est quand même un BP, vous savez très bien qu'on fait ça putain, regarde, en mouillé. C'est la boule de cristal ? Donc, il y a, effectivement, moi j'ai entendu parler de clauses comme ça. C'est évident que c'est des choses qu'il faut absolument refuser. On ne peut absolument pas dire que notre BP dans 3 ans, on l'aura atteint. Mais alors vous n'allez pas avoir une clause disant je vais atteindre le BP, je m'engage à atteindre le BP dans 3 ans. Par contre, vous allez le retrouver. Eux, ce qui les intéresse, c'est combien ils vont sortir à la fin. Ils mettent 1 million au départ, quelle plus-value ils vont faire à la sortie. C'est ça qui les intéresse. Et donc, ça va plutôt se faire au moment où ils ont la liquidité. Si vous n'avez pas rempli votre BP, très certainement que votre liquidité, elle va être pas bonne. Et donc là, si vous êtes en dessous de certains seuils de ce qu'ils appellent le TRI, vous allez avoir des clauses qui se mettent en place, votre dilution. Donc ils prennent plus de pourcentage dans la détention de capital via la conversion des obligations convertibles d'actions, via des promesses de titres. Enfin, il y aura des mécanismes qui feront que vous allez être dilués, eux vont être relués. Et donc, le prix sera moindre, mais ils toucheront une plus grosse partie. C'est plutôt comme ça que ça va se régler que d'avoir une phrase disant je m'engage à réaliser le BP. Ça j'ai pas vu, quoi, dans mes dossiers. C'est traité. Il y a des impacts financiers, mais pas aussi directement que vous l'exprimez.